plutôt, que de juste raconter, en hebdo, «Bah, j'ai ce truc-là, c'est en cours» et puis, bah, ça fait 3 semaines que c'est en cours. Bah, oui, mais c'est en cours comment? Bah, c'est en fait de représenter le chantier sur lequel on est en train de travailler sur une colline. La colline, d'abord, sur la gauche, elle monte. À un moment donné, on arrive au sommet de la colline, on est au milieu. Puis ensuite, la colline, elle redescend quand elle va vers la droite. Bah, en fait, quand on est sur la gauche, on ne sait pas encore si on va y arriver. Donc, on est en train de monter la colline. On est en train d'essayer de se rendre compte de si c'est réalisable, est-ce qu'il y a des points de blocage, est-ce qu'il y a des embûches ou autre. Et quand on arrive en haut de la colline, on sait, on a tout débroussaillé, on sait où aller, on a toutes nos specs bien en tête et il y a plus qu'à dérouler, il y a plus qu'à écrire nos tests si on fait du TDD, si on fait du testing, il y a plus qu'à coder notre truc et c'est parti. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche des récits, des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. J'ai choisi de partager une méthodo d'organisation de développement qui est pas forcément très très connue, qui est, j'imagine, un tout petit peu connue, mais surtout dans la stack qu'on utilise parce qu'elle a été poussée par l'entreprise Basecamp qui est donc créateur du framework Ruby on Rails. La méthode, elle s'appelle ShapeUp. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que on peut prendre que certaines parties de ShapeUp et pas forcément adopter tout le truc en Ok. entier pour démarrer. Ce qui est un peu à l'inverse total de ce qu'on nous présente toujours quand on parle de méthodes agiles ou autres. ShapeUp, la toute base, c'est de se dire qu'on va parler de cycle et le cycle, il peut avoir une durée qu'on définit nous-mêmes. Donc là, je vais juste prendre un exemple. Mettons qu'on a un cycle de 3 semaines. En fait, pendant 3 semaines, on va avoir une équipe de personnes qui vont shaper des projets. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des projets, dire genre: «J'aimerais bien que ce truc-là soit réalisé» et qui va commencer à décrire un peu à quoi devrait ressembler, enfin, qu'est-ce que c'est le besoin, quoi. Hem et donc ça va durer pendant 3 semaines. Si on part sur un temps de 3 Mhm. semaines, mais ça, c'est vraiment, chaque équipe qui décide ce qu'elle préfère. Et à la fin des 3 semaines, il y aura une réunion entre toutes les personnes qui ont fait du shaping de projet, plus des décisionnaires, donc le CEO, les responsables produits ou autres, CTO aussi, bon là, c'est vraiment genre chaque équipe qui décide qui sont les décisionnaires. Et dans cette réunion, elle s'appelle la betting table où en fait, on va, prendre pour chaque projet, on aura défini un appétit, c'est-à-dire c'est, combien de jours on donne à ce projet. On a notre équipe technique, on a l'appétit global, c'est-à-dire à peu près le nombre de jours, qu'a à disposition l'équipe technique sur les 3 prochaines semaines. Mhm. Et du coup, en fonction des priorisations des projets, en fonction des appétits, on va sélectionner des projets qui vont partir sur la phase de build qui est les 3 semaines suivantes. Et en gros, donc, tout se passe en parallèle. Pendant 3 semaines de shape up, en fait, il y a 3 semaines de build, Mm. mais du build précédent. Mm. Donc on appelle ça des cycles. Et la grande particularité, c'est que, pendant la phase de build, ceux qui ont shapé n'ont pas, comment dire? N'ont pas de prise sur ce qui va se passer, normalement. C'est-à-dire que, on livre à une équipe technique un projet ou N projets. C'est à l'équipe technique de se débrouiller ensuite et de s'organiser et de, potentiellement, faire un design s'il y en a pas. Ça dépend vraiment de chaque équipe. Par exemple, chez Basecamp,
dans le shape-up, ils vont juste faire un schéma très, très, très grossier de ce qu'ils ont très rapidement en tête, mais ils veulent pas biaiser l'équipe par la suite. Et chez Basecamp, du coup, pendant la phase de build, dans l'équipe technique, il y a aussi un designer qui va venir poser, un design sur un Figma ou autre un peu plus complet et si ça se trouve, ça ressemblera pas du tout à ce qui a été shapé à la base. L'équipe qui implémente a vraiment le choix, et décide donc la dernière particularité de ShapeUp, c'est que à la fin des 3 semaines, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit livré. Si c'est pas livré, ça part à la poubelle ou entre guillemets, le projet, il est abandonné Mmh. et si on veut le reprendre, le continuer, bah, ça veut dire qu'il faudra qu'il revienne en ShapeUp. Donc il faudra qu'il revienne en betting table et qu'il soit à nouveau soumis et qu'il y ait un champion qui vienne le défendre. Mmh. Dans la phase de shape-up, quand ils définissent un projet, donc il y a, globalement, la problématique, la solution envisagée sur un niveau assez, abstrait, notamment au niveau du schéma qui sera présenté ou non et il y a aussi ce qu'ils appellent les, rabbit holes. Ce sont genre, pendant qu'ils font, le shape-up, ils vont déjà essayer de réfléchir à tous les problèmes ou tous les sujets qui feraient qu'on ne tiendrait pas le temps de l'appétit et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à tout ça et d'essayer de les anticiper au maximum et donc pendant le shape-up, ceux, qui, complètent les fiches vont potentiellement aller interviewer des experts, donc des développeurs ou un designer ou autre en demandant: «À ton avis, est-ce que ça, c'est réalisable? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé?» Qui permettrait de déjà prendre des décisions un peu importantes pour nous éviter de tomber dans des énormes trous et de ne pas réussir à livrer le projet. Donc ça c'est le shape up et un point que j'aime particulièrement, c'est les hill charts et le hill chart, là, je vous enverrai une ressource parce que sinon ça va être assez, abstrait ce que je vais raconter, mais c'est, plutôt, que de juste raconter, en hebdo, bah, j'ai ce truc-là, c'est en cours et puis, bah, ça fait 3 semaines que c'est en cours. Bah, oui, mais c'est en cours comment? Bah, c'est en fait de représenter le chantier sur lequel on est en train de travailler sur une colline. La colline, d'abord, sur la gauche, elle monte. À un moment donné, on arrive au sommet de la colline, on est au milieu. Puis ensuite, la colline, elle redescend quand elle va vers la droite. Bah, en fait, quand on est sur la gauche, on ne sait pas encore si on va y arriver. Donc on est en train de monter la colline. On est en train d'essayer de se rendre compte de si c'est réalisable, est-ce qu'il y a des points de blocage, est-ce qu'il y a des embûches ou autre. Et quand on arrive en haut de la colline, on sait, on a tout débroussaillé, on sait où aller, on a toutes nos specs bien en tête et il y a plus qu'à dérouler, il y a plus qu'à écrire nos tests si on fait du TDD, si on fait du testing, il y a plus qu'à coder notre truc et c'est parti. Et donc ça permet de voir si le chantier, il est sur la pente montante, on sait qu'on n'est pas encore en capacité d'estimer qu'on va livrer le projet sous X jours ou autre. Quand on est en haut, on sait que, bah, c'est bon, on va pouvoir y aller et quand on est sur la pente descendante, bah, on sait qu'il reste plus que quelques jours et ça permet de faire de la remontée d'infos et de la visibilité auprès d'acteurs qui sont pas techniques et qui arrivent pas à savoir que quand tu leur dis genre, «Bah, j'ai un problème de dépendance avec, tel lib», «Bah, de quoi tu me parles? Enfin, je comprends rien, vide intersidéral dans mes yeux, je sais pas. Est-ce que c'est un micro problème que dont tu me parles, ta petite dépendance ou est-ce que c'est vraiment un gros bloqueur et en fait, on va pas pouvoir bouger sur le sujet?» Et ça permet aussi, du coup, aux personnes produits de voir s'il y a un chantier qui reste très longtemps sur la pente montante, bah, en fait, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y a un problème sous-jacent qu'on n'avait pas vu en établissant les rabbit holes et qui va nous mettre dedans et si ça se trouve, on va pas pouvoir livrer le projet. Et de pouvoir potentiellement réorienter et dire genre: «Bah, on abandonne ce sujet-là, on le remettra pour plus tard». J'aime vraiment beaucoup cette technique-là et ce qui est marrant, c'est que sur certaines équipes, c'est d'abord juste ce truc-là qu'on a mis en place, les hill charts, même sans mettre en place le shape up, les phases de build, les cycles qui se répètent et cetera. OK, j'ai plein de questions. Cool. Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout
des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute. Et à la semaine prochaine! Déjà, comment est-ce que tu fais pour alors sur le hill chart, on est d'accord que ça ne représente que la phase de build? Ça représente que la phase de build, ouais. D'accord, donc il y a pas une histoire de sur la face gauche des incertitudes, c'est pendant le attends, pardon. Oui, c'est ça, c'est pas pendant le shaping. Bah, en fait, tout se joue en parallèle. D'accord? Si tu es en train de réaliser le cycle 2, Ouais, en fait, les personnes qui font du shaping, ils sont en train de shaper le cycle 3. d'accord et donc eux aussi, ils ont un hill chart sur la face de Non, ch non, eux c'est n'ont que pas sur de le build. hill charts. OK, Eux, ils sont vraiment en autonomie, chacun, shape ses projets, OK. si ça se trouve, il y en a un qui en shape qu'un seul, il y en Mmh. a qui en shape 2-3, OK. et eux vont juste faire appel à d'autres experts Mmh. pour pouvoir, cadrer la chose et pour pouvoir, avoir les rabbit holes ou pour pouvoir estimer genre, bah, combien de temps ça prendrait et cetera. Mmh. OK. Comment est-ce que tu fais pour intégrer, cette phase de build qui, de fait, est très concentrée sur un seul objectif par rapport, à d'autres priorités qui peuvent être concurrentes, typiquement de la TMA, des bugs, des Ouais. urgences? Bah, ce qu'on fait en général, c'est que on laisse du mou. On laisse quelques jours, dans la phase de build Mmh. parce que, du coup, j'ai oublié de raconter ça, mais la betting table, elle a lieu pendant ce qu'on appelle une phase de cool down. C'est-à-dire que tu as une grosse phase de build et après tu as 1 semaine ou quelques semaines de cool down où là, il y a rien d'imposé. Les équipes, elles font ce qu'elles veulent. Donc les équipes, elles peuvent décider de corriger des trucs, elles peuvent décider de faire de l'amélioration, elles peuvent décider de mettre à jour leur stack, enfin, elles font Mmh. vraiment ce qu'elles veulent. Du coup, pendant ce temps-là, bah, c'est cool et pendant la phase de build, normalement, ce que tu fais, c'est que tu sais que tu as tant de jours, ton appétit, tu vas pas maxer le nombre de jours. Tu vas essayer de prendre en compte le fait que, bah, il y a potentiellement des inattendus qui vont Mmh. arriver. OK. Comment tu fais pour, commencer à instaurer une méthodologie shape-up dans une équipe qui n'est pas en shape-up? Bah, sur une des équipes, on avait commencé à mettre juste en phase, en place, pardon, les hill charts parce que Mmh. là, c'est assez facile, peu importe ce que tu utilises, tu peux le mettre en place. Il faut juste que tu aies un outil, pour mettre tes petits points OK. sur la colline, quoi. Hem et pour la mise en place en elle-même, moi, je l'ai fait uniquement sur 2 projets. Sur un projet, bah, dès le départ, on s'est dit genre: «On va faire du shape up dès le Mmh. départ du projet» et on n'était pas beaucoup et du coup, bah, c'était assez simple de s'organiser. OK. Et sur, une autre équipe, ce qu'on a fait, c'est que, les personnes qui ont mis en place le shape up, ils ont fait une présentation de comment ça allait fonctionner. Ils ont fait de la prise de feedback. Est-ce que ça vous paraît OK ou pas? Mmh. On avait pensé à telle durée. Est-ce que ça vous va ou pas? Et là où ils ont été smart, c'est qu'ils ont démarré plutôt sur, la fin d'année. Et du coup, bah, tu démarrais pas en plein milieu d'une année où tu étais complètement chargé ou quoi. OK et alors, je sais que chez Basecamp, justement, ils ils font la promotion de Basecamp parce que c'est un peu le logiciel qui est calqué sur la méthodologie Ouais. ShapeUp, donc qui te permet d'avoir, un SaaS, de gestion de projet, complètement adapté avec tous les bons outils et cetera. Toi qui es très Notion, est-ce que tu allé sur Basecamp, ou non? Et le cas échéant, si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu utilises comme outils pour, un peu t'adapter au ShapeUp? Moi, j'adore Notion, donc j'ai Ouais, tout fait sur Notion. OK. Sur le projet où on a commencé dès le départ, on l'a fait sur Notion Mmh. et avec mon client, ils l'ont aussi fait sur Notion. OK. Puis, bah, en fait, sur Notion, c'est tellement, Malléable, malléable ouais. que tu peux faire, Mmh. ce que tu veux, quoi. Tu peux t'organiser comme OK. tu en as besoin. Il y a juste sur la partie Hill Charts où là, pour le moment, on n'a pas d'outils internes. On utilise des outils en ligne, qui permettent de faire des Hill Charts. OK et donc concrètement, comment tu est-ce que ton espace Notion a, un agencement particulier pour répondre au shape-up et comment tu fais pour le heal chart? Il y a une database qui liste, les cycles. Mmh. Il y a une database pour les projets, mais en fait, cette database était déjà préexistante, du ShapeUp.
on avait une database globale de tous les projets et en fait sur ces projets-là, il y avait déjà la roadmap des années précédentes qui était déjà OK. branchée dessus. Donc en gros, ce qu'on a juste fait, c'est ils ont rajouté une propriété cycle sur chaque projet. Et vous Hem venez associer les projets au cycle auquel ils et appartiennent? les projets sont d'abord mis dans un statut, shaping. Mmh. Ensuite, pendant la betting table, ils sont mis en sélectionné et Mmh. une fois qu'ils sont sélectionnés, ils sont attribués sur le cycle, en question, quoi. D'accord. Et hem et donc la petite particularité, c'est que, là, ce qu'on a, c'est que donc on a une database de projets et c'est la roadmap, mais c'est pas la database de l'équipe technique. Mmh. L'équipe technique a sa propre database et du coup, ce qu'elle vient faire, c'est que si elle le souhaite, dans ses chantiers à elle, elle peut venir, pareil, on a une propriété chantier, de roadmap, on peut venir le connecter au chantier de roadmap. OK. Parce que potentiellement, nous, on a, un gros chantier qu'on nous livre et nous, on va potentiellement faire 3-4, on va potentiellement venir faire Mmh. 3-4, sous-chantiers, dessous. OK. Auquel cas, enfin sur lesquels les produits, ils ont pas intérêt à voir genre la microgranularité par stack, quoi. Et eux, ils ont pas besoin de voir genre, bah, ah oui, il y a bien, une carte qui a été créée pour, l'app web, une carte pour l'app iOS, Android et puis, bah, 4 cartes différentes, pour le back-end. Mmh. Eux, ils ont besoin de voir genre mon chantier, comment est-ce qu'il avance et puis c'est tout. OK. Et alors, du coup, pour le hill chart, vous utilisez quoi? Je saurais pas dire parce qu'en fait, chaque équipe utilise un hill OK. chart, un hill chart différent et aucun des 2 ne fonctionne à 100 OK. correctement, voilà. D'accord. Si un jour tu as envie de faire une app de hill chart, hésite pas. OK, et on pensera à faire une intégration Notion, comme ça, Ouais, ce serait pas mal. heu Après au niveau de l'intégration, tu peux embed, ouais, du coup ça marche pas trop mmh, mal. OK, et tu as un template, sur, tout ce que tu viens de décrire un Il peu y de a un manière. template, sur, les comment dire? Il y a un template sur les cards, Mmh. du, Kanban tech Ouais, et il y a un template sur, les cards, de, la database roadmap. Où OK. là, justement, tu vas avoir, bah, c'est quoi le contexte? C'est quoi le problème? C'est quoi la solution au niveau envisagé? C'est quoi les rabbit holes? Est-ce qu'il y a des points à savoir pour Mmh. les ingés, qui vont se mettre à coder le truc ou OK, pas? Voilà. trop cool. Et côté back-end, c'est pareil, on va avoir, bah, c'est quoi le contexte, c'est quoi le lien vers la pull request ou les pull requests, est-ce qu'il y a des choses, qu'il va falloir penser à faire, mettre en place de nouvelles variables d'environnement, mettre en place des scripts de migration, de data ou autre, il y a un peu tout qui est listé et s'il y a des trucs un peu spécifiques à faire gaffe, on va aussi avoir, un listing de choses à QA de notre côté. Déjà côté tech, quoi. OK. Même s'il y aura la QA après par, les personnes plus produits ou autres. Tu serais OK de partager ces templates-là pour qu'on les mette en ressources de l'épisode? Faudrait que je vois parce qu'ils appartiennent à mon client. OK, Moi, je peux partager, mon template, de projet, enfin de mon template tech, ouais, mais pas forcément le template roadmap. Après, OK. oui, il y a pas c'est pas un truc de sorcier non plus Ouais, donc non, mais bien sûr, mais ça peut être cool, d'avoir ouais, ces ressources-là pour les je gens verrai qui avec justement eux, sont. je pense pas qu'il y aura de problème. OK, super. Merci beaucoup. Your attention, please. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.